c'est ça. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast pour lequel nous allons parler de Christopher Nolan, pour pas changer. Encore une fois. Encore une fois, puisque la dernière fois on avait parlé d'Oppenheimer. Là on va parler d'Oppenheimer 2. Ouais, c'est ça, voilà. Et un petit peu de la filmographie quand même de Christopher Nolan, on était revenu sur certaines choses, notamment Tenet et l'échec commercial et critique de Tenet. Et je propose pour revenir sur sa filmographie, sur le podcast qui lui est dédié, de faire ça par ordre chronologique, je dirais. D'accord, mais à l'envers alors, vu que c'est Nolan. Oh là là, le casse-burne. Non, le vrai ordre chronologique. D'accord, c'est parti. Non, parce qu'en fait, on a déjà commencé à le faire à l'envers, puisqu'on a parlé d'Oppenheimer la dernière fois, de Tenet. Et on a réussi à ne pas trop parler de Batman. C'est vrai. Ce qui est quand même une performance pour nous. Et puis voilà. Et du coup, commençons par le commencement avec Memento ou alors Following. Alors, j'ai pas vu Following. Tu vois, je l'ai, mais je l'ai pas encore vu. Alors, c'est un exercice intéressant, justement, de regarder le premier, on va dire, long métrage du réalisateur qui a fait ça. C'est un film d'étudiant, j'ai l'impression, si je me souviens bien. Je sais pas s'il était encore en train de faire ses études à ce moment-là. Mais du coup, c'est en noir et blanc. Il y a le côté film, justement, film amateur fauché. Sauf on trouve déjà dedans un peu les marques, les signatures de Nolan, notamment le montage où il joue avec la chronologie déjà, des événements, le côté film noir déjà. Et un petit logo Batman sur une porte à un moment qui annonce sa future carrière en tant que réalisateur de Batman, mais pas vraiment. Enfin bref, du coup je l'ai plutôt bien aimé parce que je l'avais découvert à l'époque, forcément, tu sais, quand tu découvres Memento, quand tu découvres, c'était quoi, Insomnia aussi, enfin bref, quand je commençais à découvrir Christopher Nolan, d'un coup il y avait un DVD qui était sorti, justement, c'était une collection, justement, un peu plus auteur, les réalisateurs, les films d'auteur des réalisateurs ou des choses comme ça qui n'avait pas eu forcément de sortie cinéma chez nous, de choses comme ça. Oui, et puis j'étais tombé dessus, je voyais réalisé par Christopher Nolan, je fais hop, c'est parti. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, voilà, c'est pas son meilleur film, c'est son moins bon film, on dira. Mais c'est toujours intéressant de voir déjà les promesses, déjà dans un truc à petit budget assez fauché. Il l'a pas renié, hein, que je sache. Non, il l'a pas renié, et il y a vraiment pas de quoi, parce que c'est quand même... c'est quand même bien ficelé au niveau du scénario. Parce que c'est tout un truc aussi, il y a le côté un peu parano, où en fait c'est un gars il me semble c'est un gars qui s'ennuie, ça doit être un scénariste ou quelque chose comme ça, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et qui commence justement, d'où le titre en fait, Following, à suivre des gens dans la rue en fait, pour voir quelle est leur vie, pour voir, voilà, parce que lui il fait rien. Et en fait, il va tomber sur un gars, il va commencer à le suivre. En fait, le gars s'avère être un cambrioleur. Un gentleman cambrioleur, peut-être pas si gentleman que ça. Et finalement, il va le suivre et le gars va se rendre compte qu'il le suit et finalement va le confronter. Et finalement, une chose en entraînant une autre, il va participer, on va dire, à un casse avec le gars, un cambriolage avec le gars, et puis il y a aussi une femme fatale, et enfin il y a plein de choses. C'est plutôt pas mal, ça vaut le coup d'être vu. On pourra parler des personnages féminins dans les Nolan aussi, parce que visiblement, beaucoup sont fâchés avec ceux d'Oppenheimer. Oui, femme fatale. Ouais, femme fatale ou... Qu'est-ce qu'elles nous font faire ces femmes, hein? Ah, Christopher, il sait. Et bien pareil, après on peut enchaîner sur Memento, qui est quand même le premier film, on va dire, qu'il a révélé d'ailleurs. Hein, professionnel, voilà, avec un petit peu de budget, pas énorme hein, quand même, pas énorme, mais en même temps il n'avait pas besoin d'avoir énormément de budget. Il fait faucher d'ailleurs hein, le film un petit peu, il y a ce côté-là, film fauché quand même. Ça joue avec l'esthétique aussi générale du truc, mais... Ouais, mais c'est pas non, enfin voilà, il n'y a rien qui... Enfin, moi je trouve pas, honnêtement je trouve pas qu'il fasse faucher, je trouve que ça fait justement ces thrillers à budget, enfin
je vais pas Adéquat. dire confortable, mais ouais, voilà, Adéquat. il a filmé avec ce qu'il avait et ça fonctionne parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir. Bah déjà, je trouve que déjà la photographie, elle est déjà bien foutue Bien dans sûr. l'ambiance. Et puis il y a cette idée voilà, de faire des scènes en noir et blanc, de faire des scènes en couleur et de Tiens bien donc. sûr le montage achronologique, enfin qui se rejoint à un moment et que j'ai trouvé voilà casse-tête par moment, mais super intelligent. Bah, Et c'est l'effet c'est pour ça, spécial du film, hein. C'est ça, c'est le c'est montage. c'est ça. Et c'est bien l'effet spécial du film. Et je dirais pas que c'est un gimmick, tu vois. Non, Je non, dirais c'est pas que c'est un justifié. truc Ah oui, genre. Ouais, tu sais, t'as des films où t'as la vue, admettons, tu vois, t'as un truc genre, oh, c'est vu à la première personne, ou des trucs comme ça, et puis ils en abusent parce que c'est. Voilà, c'est fun, et parce qu'on sait le faire, alors on le fait, et tout et ça. c'est pas motivé par quoi que ce soit de Et voilà, c'est scénaristique. ça. Ou voilà. Voilà. Alors que là, c'est entièrement au service du scénario et au service de l'immersion du spectateur dans la vie de Leonard Shelby, qui perd qui ne fabrique plus de nouveaux souvenirs, donc qui a une perte de la mémoire immédiate. Et ça nous met, et comme du coup, enfin, pour moi, c'est le truc de Christopher Nolan, c'est qu'il met à chaque fois le spectateur dans la peau des personnages. Et c'est à chaque fois une expérience, ces films, c'est aussi des expériences sensorielles. Mm. C'est pas que l'histoire, c'est au niveau de la réalisation, elle est vraiment au service justement de la thématique du film et de ce que vit le personnage. Et pour avoir ce côté immersif, qui est, je pense, un des buts premiers de Christopher Nolan, c'est sans avoir recours justement au gimmick de la 3D, Ouais. d'avoir ce côté immersif des gens. Et c'est pour ça qu'il adore le format IMAX, parce que forcément, c'est beaucoup plus, encore une fois, immersif que un spectacle en 3D tout simple, quoi. C'est assez marrant ce que tu dis, c'est très intéressant sur la question de l'identification et de l'empathie. Ça me fait penser à des codes vidéoludiques. Tu sais, il y a pas mal de personnes qui pensent que quand tu as une vue à la première personne, tu as plus l'impression d'être le personnage que quand tu le vois. Sauf que c'est complètement faux en fait. Non, Parce que tu n'arrives pas à faire écho avec ces émotions si tu ne les vois pas sur leur visage. Et en fait, c'est marrant parce que Memento, c'est un super exemple de ça. C'est comme si c'était une narration à la troisième personne omnisciente, c'est-à-dire que tu sais ce qui se passe dans la tête du personnage et c'est retranscrit par les codes de mise en scène, par le montage, etc. Et du coup, là, c'est absolument pas froid, on en revient à notre discussion de la dernière fois, c'est un cinéma d'empathie. c'est exactement. Exactement. Et du coup, ce côté génialissime, voilà, de monter le film à l'envers pour te mettre dans la peau de Léonard, où tu es toujours en train d'essayer de te rappeler ce qui s'est passé une, deux, trois scènes avant. Et pendant ce temps, les choses se passent. Et en fait, c'est exactement ce que vit le personnage. C'est qu'il se retrouve dans une situation où il doit essayer de se souvenir qu'est-ce qu'il fait. Et en même temps, il se passe tellement de choses qu'il est obligé de faire avec. Une des scènes, je trouve, les plus malignes et quelque part en même temps les plus drôles du film, qui n'est pas un film drôle, mais qui a quand même des traces d'humour. Et on revient encore une fois à ce qu'on avait dit sur Christopher Nolan, où on lui reproche justement ce côté froid et sans humour, alors qu'il y a des touches d'humour par-ci par-là sans transformer le film en comédie. Et c'est toujours, enfin, c'est fait toujours, je vais dire, discrètement d'une certaine manière. T'as pas un grand éclat de rire ou quelque chose comme ça, mais c'est toujours. Ah, et ça participe à avoir ce côté justement empathique, comme tu disais, cette sympathie pour le personnage. Et cette scène, c'est quand, à un moment, on le retrouve, il est en train de courir. Et lui-même est là, genre, ok, alors, je suis en train de courir. Ok, je poursuis quelqu'un. Il voit un gars courir aussi. Je suis en train de poursuivre quelqu'un. Et d'un coup, ce mec s'arrête. Et puis il le regarde. Il sort un flingue et lui tire dessus. Il fait ah non, c'est lui qui me poursuit. Et du coup, il part dans l'autre. Et j'ai trouvé que ça, c'était formidable. Et ça m'a fait rire quand je l'ai vu. Et c'est un petit moment de légèreté, justement, Ouais. où il permet, et il y en a d'autres dans le film, mais ça permet voilà, de désamorcer un petit peu le côté très noir de ce film noir d'ailleurs, puisque c'est exactement ça, il y a les codes encore une fois. Et je dis, c'est pour ça, quand tu avais Following juste avant, tu vois qu'il était dans une certaine dynamique, tu vois, de films un peu de films noirs, à mystère, avec justement des gangsters
et un gars un peu perdu et une femme fatale ou une femme qui t'attire des problèmes, comme souvent chez Nolan. Et puis voilà. Et donc, C'est marrant comment tu le présentes d'ailleurs, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, Mais vas-y, je t'en prie. la façon dont tu le présentes, un personnage qui est en train d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, qui en même temps doit subir ce qui vient, ça me fait penser en fait à Tenet. C'est exactement la même chose. Exactement, et thématiquement, tu rejoins vraiment. Après, comme dit, c'est pas des. Enfin, c'est des raccourcis intéressants, thématiques intéressants que nous on interprète, que nous on fait après avoir vu l'ensemble de la filmographie de Christopher Nolan. Ouais. Je pense pas que lui-même en fait pense à ce genre de choses. Oui, mais à la limite, on lui demande pas son avis. Là. De toute façon, il a ses obsessions. Il a ses thèmes qu'il aime bien reprendre, etc. Mais je pense qu'il prend un film après l'autre. Ah oui, clairement. Et ça, il l'a déjà dit. Notamment, le côté business par rapport au Batman, tu vois. C'est toujours vous allez en faire combien? C'est une trilogie qui est prévue. Et à chaque fois, il disait oui, peut-être, mais en attendant, je fais le film est contenu. C'est pas. Voilà, je mets pas des trucs dans ce film-là pour annoncer un autre film. Même si c'est fait plaisir, mais en toute logique, avec la carte du Joker à la fin de Batman Begins, c'est quelque chose que, peu importe en fait si tu as prévu une suite ou pas, ça fait tellement partie du personnage et de la mythologie et du canon, on va dire, de Batman, que tu es obligé de faire une fois qu'il est devenu Batman, ça y est, que tu es obligé d'annoncer ce qui va lui arriver, quoi. Même si Batman Begins faisait un bide, et qu'il n'y avait pas de suite, je veux dire, à ça, et que c'est pas Nolan qui réalisait la suite, quelqu'un aurait pu reprendre les rênes et forcément faire intervenir un Joker, quoi. C'est ça. Voilà. Mais à part ça, les films de Christopher Nolan, je veux dire, pour moi, et il l'a fait avec Batman à chaque fois, c'est contenu. C'est genre comme s'il n'y en avait pas d'autres après, quoi. Tout à fait. Mais en fait, ce que tu as dit là, ça me fait penser à un truc que je dis tout le temps aux élèves et que tu dois dire aussi. Tu sais, quand ils disent, mais monsieur, c'est fait exprès ou pas ce que vous analysez? Je dis, mais en fait, on ne sait pas et peu importe. Ça peut être fait consciemment ou inconsciemment. Nous, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les fils rouges et les lignes directrices et de comprendre en fait ce qui fait le style soit d'un écrivain ou d'un réalisateur. Exactement. Et qu'on voit dans toutes ses œuvres. Après, j'avoue, moi, j'ai un petit... j'aime bien décortiquer le film, mais être à la recherche justement de l'intention du réalisateur. Pour moi, c'est là. Et c'est là que tu vois si, en fait, finalement, le réalisateur a réussi son pari. Que le film ait du succès ou pas. Tu l'aimes ou non, d'ailleurs. Voilà, que tu l'aimes ou non, qu'il soit considéré comme un chef-d'œuvre ou un film basique, etc. La question, c'est est-ce que le réalisateur a fait ce qu'il avait l'intention de faire? Est-ce qu'il a réussi à faire ce qu'il a entrepris? Et vite fait, un exemple, du coup, de ce que je dis. Parce que je suis dans une période Stallone en ce moment. Ok. Voilà, j'ai grandi avec, j'adore plusieurs films de Sylvester Stallone, etc. Et quand tu revois, en fait, tu vois il a une superbe période de renaissance avec, où il a enchaîné Rocky Balboa, John Rambo, où il revenait à ses personnages, en fait. Et après Expendables, où c'était le délire avec les copains. De ces trois films-là, pour moi, les trois films sont des réussites. Alors que c'est pas forcément considéré comme des bons films. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans leur genre, par rapport à ce que Stallone voulait faire, il a réalisé les trois films et il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Bien sûr. Avec Rocky Balboa, qui est pour le meilleur film des trois, je dirais, d'une manière objective au niveau, tu vois, du travail sur le scénario et des arcs narratifs et des choses comme ça, parce que il y a un arc narratif dans Rocky Balboa. Contrairement à, par exemple, Expendables, où il y en a, mais c'est tellement minimal que ça vaut même pas le coup d'être mentionné. Ou Rambo, John Rambo, qui est tellement... comment dire, sans fioriture, au point de limite pas avoir besoin de scénario du tout, parce que c'est les gens sont là-bas, il faut aller les secourir, on va buter tout le monde en y allant, quoi. Donc voilà. Mais le film est revendiqué en tant que tel. Il n'y a pas vraiment de réflexion philosophique qui était prévue ou quelque chose, ou vraiment juste de quoi rappeler le premier Rambo peut-être, tu vois, qui est le meilleur de toute façon. Par rapport à son traumatisme, par rapport à comment sa place dans le monde, etc. Tu vois. Mais sinon, c'était vraiment, il a voulu, ou Expendables, c'est vraiment, je veux faire un film d'action à l'ancienne.
Je veux faire plaisir aux spectateurs. Je veux que ce soit divertissant, je veux que ce soit fun, je veux que ce soit court, je veux pas que ça dure des plombes, et je veux que ce soit efficace. Et en fait, à chaque fois, il a réussi ce qu'il a entrepris. Même si, voilà, c'est pas des films que tu analyses et que tu étudies en école du cinéma. Tu Non, vois. mais il y a la question aussi de l'intention et puis du genre dans lequel ça s'inscrit. En gros, est-ce que cette comédie m'a fait rire? Est-ce que ce film d'horreur m'a fait peur? Est-ce que ce C'est film ça. d'action m'a diverti? Et C'est si ça. la réponse est oui, bah, c'est une réussite dans le genre. Tu vois, C'est je pense à exactement. Top Gun Maverick, qui est pas le Ouais. film du siècle, moi que j'ai pas forcément adoré, mais qui réussit ce qu'il entreprend. Faire Ah, un mais film clairement. d'action premier degré à la mode des années 80, avec des scènes spectaculaires, etc. Exactement. Et il y a vraiment un côté sympathique. Alors, en Mm. fait, tu vois, dans Maverick, tu regardes le film et t'es là, genre, enfin, tu sais, il y en a qui crient pour tout au chef-d'œuvre, en fait, tu vois. Et autant, enfin, ça va des deux côtés. Hein. Tout le monde crie au chef-d'œuvre d'un côté, il y en a plein qui vont crier ah, c'est une merde sans nom pour un film, alors que t'es là, genre, ah, tu vas trop loin, Non, quoi. c'est pas ça une merde, C'est oui, pas voilà. ça non plus, quoi. Mm. Mais ouais, Maverick, c'est le film, mais tout le monde qui est allé le voir, même sans crier au chef-d'œuvre, c'est tu ressors, t'as passé un bon moment. Le Exactement. film a rempli sa mission, quoi. Mission accomplie. Mm. Et t'en demandais pas plus. Une nouvelle série de films, d'ailleurs, mission accomplie. Ouais, c'est ça. Et Top Gun, et en fait, rien que le premier Top Gun, tu vois, c'est un classique des années 80, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Non, il a très mal vieilli en plus. Hein. Et Maverick, pour le coup, est un meilleur film que Top Gun. Ouais. Donc à aucun moment tu peux dire. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a réussi. Les gens s'attendaient pas, hein, peut-être, tu vois, ils allaient pour le délire, etc. Et puis ils ont été touchés, en fait. Mm. Et ça, je trouve. Et c'est pour ça que c'est réussi, effectivement, sans être voilà, le grand film, le grand chef-d'œuvre. C'est un film grand spectacle pour tout le monde. Et c'est très bien. Et du coup, pour revenir à Nolan, Ouais. il fait tout le temps. Et c'est là que tu te dis, il réussit tout le temps ce qu'il entreprend. À part pour Tenet. Ah, Non, Tenet, non, non, non. si, je pense qu'il Non, a non, trop bien réussi Tenet, peut-être. Mais... Voilà, Tenet, c'est s'il voulait, on va dire, faire $1 milliard de recettes, là, c'était pas le film qu'il devait Je faire. pense pas que c'est ce qu'il voulait. Mais c'est Je pas pense ce pas. qu'il vise. C'est Non. pas ce qu'il vise. Mais enfin, il vise quand même de mettre les culs dans les sièges Ouais. au cinéma parce que voilà, lui, il a une mission comme beaucoup de réalisateurs comme lui, c'est de combattre justement le côté streaming et de faire revenir les gens dans les salles, quoi. Mais ça, il y arrive sans problème, ça. Rien que son Et nom lui attire. Lui bien arrive. sûr. Et ça, c'est un des rares réalisateurs. Et c'est pour ça c'est triste pour des réalisateurs comme Scorsese, même Spielberg, je veux dire, qui ne font plus recettes, le nom ne suffit plus en fait à faire venir les gens dans les salles. Parce que Nolan, il s'est imposé voilà comme une marque, comme je sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre comme lui, rien que sur le nom du réalisateur, Tarantino. Mais Tarantino divise plus que Nolan et ne fait pas les entrées que fait Nolan. Ouais. Donc Je dirais que au niveau réalisateur, non, mais t'as des groupes. T'as les films Marvel, t'as Tom Cruise, le nom aussi va faire venir. oui, voilà, c'est ça. Oui, t'as des choses comme ça. Mais oui, des réalisateurs. C'est ça. Sur le nom même du réalisateur, qui vend un film sur le nom même du réalisateur pour faire. Oppenheimer qui fait 900 millions, quoi. 900 millions de dollars, qui approche du milliard. Je pense pas qu'il va le dépasser parce que là, il arrive sur la fin, quoi. Mais qui l'eût cru, quoi. Un Bien joué, biopic, Christopher. un biopic de 3 heures sur le mec qui crée la bombe atomique. Même pas un film de guerre. Même pas, voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction massive, il y a pas de, tout est suggéré, et voilà, quoi. Et tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce qu'il y a du sexe. Parce qu'il y a des femmes fatales. Parce que tout le monde a entendu qu'il y avait du sexe et de la nudité dans un film de Christopher Nolan, et voilà, tout le monde est revenu au cinéma. Non, mais voilà. Donc, revenons un peu en arrière sur la filmographie, mais Memento, du coup, qui réussit totalement, je veux dire, ce qu'il a entrepris, est basé, ce qu'il faut ajouter peut-être aussi, c'est basé sur une nouvelle, sur une histoire de son frère, que son D'accord. frère a écrit, et qu'il a adapté, du coup, avec son frère en film. Il a beaucoup fait ça, il a beaucoup bossé avec son frère. Et je pense que c'est là où il a le mieux fonctionné justement, c'est quand il bosse avec son frère. Ah, ouais. Je te dirais par rapport à Tenet par exemple, et c'est ce qu'on disait je crois la dernière fois déjà, c'est
quand il a un concept, il est un peu obsédé par son concept. Et il aime pas du tout, enfin il aime pas du tout, il déteste et il refuse et voilà. Tenir le spectateur par la main, accompagner le spectateur en le tenant par la main pour qu'il comprenne son film, etc. Et en fait, c'est pour ça que quand il y a Jonathan Nolan qui est là, je pense que Jonathan Nolan fait le lien entre l'esprit de Christopher Nolan et le spectateur en fait, en disant alors ça il va falloir quand même je sais pas dire l'expliquer ou l'expliciter. Il est pédago plus, ouais, peut-être. Et c'est ce que tu as, et je pense que c'est ça ce que tu retrouves finalement dans certaines de leurs collaborations au niveau du script. C'est, tu vois, le côté didactique que tu as. J'ai l'impression que c'est Jonathan Nolan qui parle en fait, qui parle au spectateur, qui dit bon, le frangin, il a eu une super idée, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et sur Tenet, quand Christopher Nolan était seul à la barre, je pense que c'était genre allez vous faire foutre. C'est genre arrêtez de réfléchir, voilà, il n'y a personne pour vous expliquer comment ça marche, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que les spectateurs ont moins accroché aussi à Tenet. Alors, on a fait le lien entre Memento et Tenet, mais du coup, est-ce que Insomnia, ce serait pas l'inverse de Tenet? C'est-à-dire son film le plus modeste dans les procédés et dans les astuces et les effets. Et qui est, encore une fois, je dirais, pas forcément un film noir, mais on retourne dans le film sombre, quand même, policier. Enfin, ça fait une trilogie, on va dire, de drame, de thriller, avec Following, du coup, dont je parlais. Following, Memento, Insomnia. Tu es vraiment dans ce côté, voilà, thriller. Et les thrillers parano, je dirais même. Oui. Parce que tu l'as dans les 3 films, quoi. Ou qu'est-ce qui se passe, quelqu'un joue avec moi, s'amuse avec moi, je ne suis pas aux commandes de ma propre destinée, etc. Et du coup, Insomnia, c'est peut-être le plus classique, mais en même temps, c'est un film de commande. C'est pas lui l'auteur, c'est un remake. Et je ne sais même pas si lui est au scénario en fait. Il faudrait vérifier à vérifier. Ça serait son Spartacus un petit peu d'une certaine manière. C'est ça. Est-ce qu'il est au scénario d'Insomnia? Je ne suis pas sûr. Tu sais quoi, je vais regarder en live pendant qu'on en parle. La petite astuce, mais j'imagine qu'elle est aussi dans l'original, c'est au lieu de jouer avec le montage, là, le petit twist, entre guillemets, c'est un film noir où la lumière est allumée en permanence, quoi. Il y a ce côté-là qui est original, qui est atypique aussi. Mais... Voilà, c'est ça. Et ça, tu pourrais dire, à la limite aussi, c'est un peu le gimmick du film, quoi, en fait. C'est genre... Enfin, c'est le truc quand t'annonces, c'est la particularité en tout cas de l'univers du film, c'est qu'il ne va jamais faire nuit dans ce film. Mais encore une fois, c'est pas juste pour dire on fait un film qui se passe en Alaska, parce que c'est drôle, la nuit ne tombe pas. C'est carrément, enfin, c'est lié à l'état d'esprit du personnage d'Al Pacino. Et là, du coup, je suis sur la fiche IMDb du film et il y a bien 3 scénaristes sur Insomnia et aucun n'est Christopher Nolan. D'accord. Il y a les scénaristes, je pense que t'as les 2 scénaristes du film original, du film, je crois que c'était il était suédois. Oui, ça me dit quelque chose. Et la scénariste du coup la scénariste s'il te plaît qui a dû faire l'adaptation. Voilà, qui a fait l'adaptation pour, je crois que c'était pour la Warner de toute façon, parce qu'il me semble que c'est un film de commande pour la Warner qui lui ouvre les portes, qui lui permet de faire Batman en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est genre, j'aimerais bien réaliser un certain film, je viens avec un scénar et c'est genre pop, avant qu'on te donne le fric pour réaliser les trucs que toi tu veux faire. Et ça, c'est toujours comme ça. Ça se passe souvent comme ça. C'est genre, d'abord, tu fais un film pour nous, un film de commande, et si on est satisfait du résultat, après, tu peux faire joujou. Voilà, on te donne des sous et tu peux faire un truc perso. Et ils avaient fait la même chose, je me souviens, c'était Sony avec Sam Raimi. Avant Spider-Man, avant de lui ouvrir les portes du blockbuster méga budget, tu vois. Et un plan simple. C'était c'était le truc complètement à contre-emploi, c'était pour l'amour du jeu
avec Oh là Kevin Costner, Oh un là film là, sur j'avais oublié ça. une vieille star de baseball Oui. et avec de la romance dedans, etc. Et du coup, en fait, Sam Raimi s'est uniquement fait plaisir avec les scènes de baseball parce qu'il a fait ces plans où tu suis la balle comme ça, tu sais, en Mm. vue, limite la vue subjective de la balle ou des choses comme ça. Donc il a filmé ces scènes de baseball comme un film d'action. Mais à part ça, je veux dire, c'était. Voilà. Et c'était pareil, un film de commande pour Sony, pour la Columbia Pictures. Et c'était genre, t'en fais un pour nous, et après, bon, on verra ce qu'on te propose. Quoi. Mais même les grands, mais je pense à Spielberg, il a fait ça 2 fois à ma connaissance, avec Jurassic Park et la liste de Schindler, avec Le Monde Perdu et Amistad. C'est aussi le délire, je crois. Un gros film de studio pour financer un film un peu plus risqué en termes C'est ça. d'entrée. Voilà. C'est ça, ouais. Avec une grosse perte de qualité entre les deux duos, quand même. Ouais, ouais. Mais en même temps, est-ce que. Enfin, la question du coup, c'est est-ce que Spielberg avait vraiment besoin de faire un pour eux, un pour moi? Je crois que. Peut-être pour avoir vraiment le financement nécessaire, parce que est-ce qu'il en avait Peut-être, ouais. vraiment besoin, tu C'est vois? la question que je me pose aussi quand c'est Spielberg, on peut se demander. Ouais, Après, tu nous peux aussi, te on fait ça tous les jours. Tu dis, allez, bon, je fais ce boulot là sérieux pour gagner un peu de sous, et ce soir, je fais ce projet un peu perso qui va peut-être rien Ah, bah apporter. oui, c'est exactement ça, ouais. Donc, Mais ouais, donc il y a ce côté-là, mais je pense pas qu'en fait c'était je fais ça pour vous et vous faites ça pour moi, tu vois. oui, non, Je à mon pense avis, que c'est pour sa trésorerie personnelle, peut-être. voilà, je pense qu'il a fait exactement les films qu'il voulait faire quand il voulait les faire. Surtout, je parle du Spielberg des années, fin des années 80-90, qui est quand même enfin, le producteur, réalisateur numéro un Mm. reconnu dans le monde. Enfin, c'est là que Spielberg est une marque en fait. C'est les années 80, il s'établit parfaitement dans les années 80, et les années 90, c'est genre, il fait ce qu'il veut quoi. Et il y a le budget pour, et il y a le box-office qui vient derrière. Donc, Oui, tout à fait. c'est Spielberg au top de sa gloire. Et, et je pense que ouais, l'année 93 pour Spielberg, c'est ça, 93-94. La liste de Schindler et Jurassic Park, c'est les deux films peut-être les plus personnels, Mm. enfin, qui Et le représentent plus accompli, peut-être aussi ouais, dans qui le genre. représentent, Mm. il fait coup sur coup les deux films qui sortent limite la même année. Et c'est genre, voilà, Spielberg, il sait faire ça et il sait faire ça. En gros, il sait faire tout. Il te fait le film d'auteur sur l'Holocauste, truc terrible et tout, en noir et blanc, machin. Et il te fait le plus gros blockbuster de l'histoire du cinéma, à cette époque, bien sûr. Ouais, mais ça le reste toujours, je trouve. Il y a un truc avec Jurassic Park qui est inégalable. Mais Oui, ça sera une discussion bien pour une sûr. autre fois, Ah, peut-être. bien mais- sûr, on reviendra là-dessus, le côté intemporel de Jurassic Park. C'est comme s'il était, je sais pas comment dire, conservé dans l'ambre. Oui, c'est ça. Et puis comme c'était un sommet, Et- en fait. Ouais, Et c'est après, on ça. est sur un plateau, peut-être, ou Oui, sur oui. une descente, si on est un peu cynique, mais... Et le côté, justement, je fais avec les moyens du bord, parce que j'ai l'occasion de faire des images de synthèse maintenant, mais je les utilise uniquement quand j'ai pas le choix. Mm. Tu vois? Et pas genre, tiens, on met encore 100 millions de dollars en plus pour... Et on fait tous les effets de Windows Movie c'est- Maker. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait que les effets spéciaux, contrairement aux Jurassic Park suivants, les effets spéciaux du premier Jurassic Park tiennent encore la route de dingue. Tout à fait. C'est dingue parce que ça a été fait en fonction de il faut que ce soit le plus réaliste possible et pas il faut qu'on fasse tout péter. Enfin bref. Revenons à Nolan. Batman Begins, du coup. Après Insomnia, ouais, qui est excellent et qui propose un des meilleurs rôles quand même de Robin Williams. Enfin, Oui, un des rôles un de des méchant. meilleurs. Hein, parce Avec que Photo Obsession, où il est un méchant aussi. Photo Obsession aussi. Il a eu sa période un peu plus sombre. Il a fait 2 films où il est méchant, je crois. Ouais. Même si on l'aime surtout en prof, Robin Williams, faut pas défendre. Bien Voilà. sûr. Prof ou Bien en psy. Mais oui. Et il a perdu le rôle du plus grand méchant de tous les temps quand ils lui ont préféré Jack Nicholson pour faire le Joker dans Batman de Tim Burton. Exact. Alors, C'était une très bonne idée, je pense. Voilà, et qui était une bonne idée. Parce que Robin Williams aurait fait certainement un autre Joker. Il n'avait pas été question aussi de lui pour jouer l'homme mystère dans Batman Forever. Si, mais je pense il venait un peu, à mon avis, dans toutes les listes, parce que encore une fois, c'était Robin Williams au top du top dans les années 90, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Et je trouve que justement, ce côté, c'était un clown, normalement Robin Williams, et il se retrouve à donner à être
je sais pas comment expliquer, je vais pas dire à la hauteur, mais je vais le dire quand même, quoi, de Al Pacino, en face d'Al Pacino, qui est considéré aussi quand même comme un des plus grands L'un des acteurs, grands acteurs un des américains. grands. 20e, ouais. Et bien sûr, c'est Al Pacino qui porte bien sûr le film Insomnia. Mais Robin Williams vraiment tient parfaitement la route derrière. J'ai trouvé vraiment formidable dans ce film-là. Et, euh, et pareil, du coup, Nolan qui déjà, en fait, avec, on va dire, son premier film officiel de studio, de commande même, chez Warner, il s'offre quand même un casting impeccable. Bon, après, c'est peut-être pas la période où Al Pacino est le plus bankable ou le plus respecté au monde, parce que c'est plutôt pour les films d'avant. Oui, oui, oui. Du coup, voilà. Mais Pour les années n'empêche, 70-80. Ouais. quel début, encore une fois, pour un film qu'il n'a pas forcément décidé de faire à l'origine, quoi. Et tu parles de l'importance de l'antagoniste. Est-ce que c'est pas le gros souci de Batman Begins, pour faire une transition justement? Parce que j'adore Cillian Murphy, j'adore voilà. Ouais. Mais Batman Begins, quand je le vois, et même quand je l'avais vu en salle, il y avait un tout petit sentiment de déception qui a été évidemment contrebalancé par la suite. Mm. Mais c'est vraiment un film de super-héros sans super méchant. Alors ça me dérange pas parce que on va dire le parti pris de Christopher Nolan sur Batman Begins, c'est le côté ultra réaliste. Mm. D'accord. Je vais faire Batman, mais il faut que tout soit expliqué, il faut que tout soit crédible, que ça puisse passer dans le vrai monde. Bon, clairement, il s'est fait plaisir quand même, non avec, je veux dire, la cape et le côté base jumping, etc. Mais Voilà, c'est crédible. on Y va croit. dire que c'est expliqué, on peut y croire. On peut y croire. Le gaz, c'est un petit peu, on va dire, comment tu dis, réalité augmentée. Oui, c'est ça. Avec le train de Gotham et les trucs comme ça. Enfin, la grosse. De toute façon, la scène catastrophe finale, voilà, typique d'un blockbuster où il faut sauver la ville limite, c'est pratiquement une bombe, hein, avec du gaz, etc. etc. Du coup, avec ce parti pris-là, je trouve que et thématiquement, les méchants pour moi, sont parfaitement choisis. Je dis pas qu'ils sont mal choisis, je dis juste que le film m'emporte pas, moi, quand je le vois, il y a un truc qui manque. Alors je comprends bien que l'accent est mis sur c'est un peur. récit initiatique aussi, voilà. Mhm. Mais c'est pas pour moi, c'est très loin d'être un des meilleurs Nolan, ce Batman Begins. Celui que j'aime le moins de la trilogie de Batman, déjà, clairement. Ouais. Et il est vraiment porté par Bale, que je trouve excellent, n'en déplaise à beaucoup. Sûr. Hein. Mais il y a quelque chose même dans la mise en scène parfois qui me laisse un peu sur ma faim. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est son premier gros film, du coup à gros budget. Il a fait que des premières en fait. D'un film à l'autre, c'est à chaque fois un nouveau truc pour lui. Et là, c'est son premier film à gros budget. Il n'est pas seul au scénario. Il était avec David Goyer. D'accord. Et je pense son frère qui a participé, peut-être pas officiellement, mais je pense qu'il y avait déjà quelque chose. Et je pense qu'en termes de réalisation, c'était peut-être déjà trop gros pour lui en fait. Il y a ce côté-là, et on en reparlera aussi pour Dark Knight. Et il y a le côté aussi un peu, je pense que c'est un petit côté d'ego de Christopher Nolan à refuser une seconde équipe, un réalisateur de seconde équipe, qui pour ce genre de film sont essentiels. Sont essentiels et une aide précieuse. Et pour beaucoup de réalisateurs, je veux dire, on est tout le temps là en train de dire ah, ce réalisateur il est génial, regarde la scène d'action, comment il l'a tourné, etc. Alors que souvent, alors c'est en acte avec l'accord 2, avec le 1, mais les chorégraphies et les choses comme ça, même de poursuites en voiture, de combats, de choses comme ça, c'est vu aussi avec des spécialistes justement de ce genre de scène et qui sont des fois créés, c'est eux qui ont les meilleures idées parce qu'ils savent, ils ont l'expérience et ils savent. Et là, j'avoue, Christopher Nolan, certes, encore une fois, c'est un choix qu'il a fait.
de filmer genre les scènes de baston de Batman avec une shaky cam qui apparemment ça suffisait pas de secouer la caméra dans tous les sens. Il fallait en plus que le montage rende la chose complètement illisible en découpant toutes les demi-secondes, un plan toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, pour faire genre, voilà, quand Batman débarque, c'est ça que ressentent les criminels. Ils comprennent rien à ce qui se passe, ça part dans tous les sens, etc. Ça fait un peu penser quand t'es à un concert, tu vois quelqu'un à côté de toi qui filme en sautant, en se disant que la vidéo va être super cool après. Ça donne pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté, en fait, esthétique, je vais te dire, du truc de c'est une chauve-souris qui attaque, enfin c'est un animal sauvage qui attaque, et les bonhommes ne savent pas ce qui lui tombe dessus. Parce qu'encore une fois, Nolan essaye de mettre le spectateur en immersion, etc. D'accord. Et du coup, bah, la scène qui est formidable, c'est la première apparition, je dirais, de Batman à l'entrepôt et tout, où ça commence comme un film d'horreur, où les gars disparaissent l'un après l'autre, t'entends un bruit, et puis furtivement, tu le vois passer d'un côté, de l'autre, emporter un mec, etc., tomber du plafond très rapidement. Et pour ça, c'est parfait, tu vois. Genre, il s'est inspiré de Alien, du premier Alien, au niveau de l'apparition de Batman, etc. Vraiment parfait. Mais une fois que tu envoies Batman au milieu de plusieurs types et que c'est genre, pour avoir lu le scénario, la scène d'action était détaillée. Il fait ci, il enroule une chaîne autour de son pied, il s'en sert pour taper le mec derrière, et truc, avec la tête 1, avec machin. Ils avaient fait une pub un peu sur l'art martial, le Casey ou je sais plus quoi, l'art martial spécial pour Batman Begins, qui est utilisé, pour lequel Christian Bale s'est entraîné. Et en fait, quand je me souviens, quand j'ai vu le film, je fais... Bah, j'ai rien vu, les gars. Oui. Ça a été reproché beaucoup à Nolan de ne pas savoir. Je comprends ce que tu as essayé de nous faire comprendre. Enfin, le côté, on est à la place des criminels et Batman nous tombe sur la gueule et on sait pas ce qui se passe. Sauf que, bah, c'est pas vraiment... Tu vois, à un moment, c'est le côté, il y a un compromis quand même. Sors de ton concept et offre quelque chose de lisible aux spectateurs qui sont là pour voir Batman en action quand même. Ouais. Et c'est pour ça, avec Batman, il était quand même un peu bridé, je dirais, entre le côté... et c'est peut-être pour ça, voilà, que c'est peut-être pas son meilleur film, et qu'il a eu plus de liberté sur The Dark Knight et la suite, c'est que il a dû se battre, à mon avis, avec le studio sur certains points. Et peut-être qu'il a eu tort. Et il a eu tort. Voilà. Et il a eu gain de cause sur certaines choses, moins gain de cause sur d'autres, sûrement. Et c'est un film de compromis, comme j'imagine tous les films de franchise, surtout quand c'est un réalisateur novice de ce genre de film. Et pour l'histoire de la... On avait cette conversation il n'y a pas si longtemps sur Marvel, voilà, où le côté, ça bride le créatif, les réalisateurs, etc., au service de la franchise et d'un tout. Eh bien, on a ça, je pense, avec Batman Begins, en fait. Oui, mais c'est encore un film de studio, quoi, de comité. Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. Essaye de faire un film avec ça. Tu parles de l'ego de Nolan aussi qui rentre dans la balance, et l'ego n'est pas forcément un bon outil créatif, et je pense notamment que pour la question de la lisibilité des scènes d'action, c'est un truc qu'on lui reproche beaucoup, et qui est un défaut aussi qui persiste pour moi dans les autres Batman, sauf les scènes peut-être de grande envergure dans le dernier Dark Knight. C'est ça. Mais quand je compare, en fait, c'est exemple... de mieux en mieux, je trouve. Il s'améliore, il prend en compte, parce que clairement, dès la première apparition de Batman dans Dark Knight, tu vois que c'est genre, Monsieur a pris des notes, monsieur a compris. Il a compris que les spectateurs voulaient voir Batman faire des prises, faire des trucs comme ça. Même si c'est pas encore ça. En question de lisibilité, je préfère Nolan à Macquarie, il n'y a pas de souci, mais quand tu regardes dans le tout dernier Mission Impossible, la scène où en parallèle, tu as Tom Cruise qui se bat dans une ruelle ultra étroite, et Rebecca Ferguson qui se bat sur un pont, donc il y a un côté claustrophobique et l'autre avec beaucoup plus d'ampleur, les deux scènes sont ultra lisibles et fonctionnent parfaitement. C'est exactement ça. Avec des moments. C'est ça qu'il y a. Des moments dans les scènes où ils arrivent encore à t'inclure la personnalité de la personne qui se bat. Exactement. Dans la scène d'action, quoi, qui est pourtant ultra divertissante. Et de l'ordre. Voilà. Et ça, c'est super. Et ça, c'est ce qui manque, du coup, effectivement, je trouve, chez Christopher Nolan, notamment chez Batman. Tu vois. Et je vais dire, alors pour beaucoup, c'est un sacrilège. Mais moi, qui suis fan, justement, de l'interprétation de Zack Snyder,
et de Ben Affleck, de Batman, d'accord. J'adore ça. Pour moi, c'est le meilleur Batman que j'ai vu au cinéma. Euh, le, la scène de baston, voilà, de Batman que tu as dans Batman v Superman, là, dans l'entrepôt, pareil. Ce qui rejoint d'ailleurs, parce que tu as un entrepôt dans Batman Begins, enfin, Oui, t'as des entrepôts dans tous les c'est un Batman. classique de Batman. Ouais. Et du coup, c'est genre, mais qu'est-ce qui empêchait en fait Nolan de faire une. Tu vois, je veux dire, de demander, tu sais, à quelqu'un qui gère, tu vois, et de donner un coup de main. Et parce que si tu avais des scènes comme ça, tu vois, où tu vois vraiment la puissance physique et l'agilité de Batman, etc. Enfin, c'est tellement fidèle au personnage que voilà, c'est la plus grande scène de baston que tu as vue d'un Batman dans un film, quoi. Peut-être que ça l'intéresse pas, Nolan, en fait, tout simplement. Et j'y Ouais, c'est pense ça. parce En fait, que... c'est ça. Ce qui l'intéressait, c'était la thématique, la peur, la psychologie. C'était Bruce Exactement. Wayne. Ouais. C'était Et c'est pour Bruce ça que Wayne. pour moi, Même son si meilleur Bruce Wayne film... Oui, et le masque, c'est genre, qu'est-ce qui arrive à ce mec-là, en fait? ouais. Et comment il tourne dans sa tête? Et Ouais, c'est un peu pareil. comme dans Oppenheimer, hein. C'est la même Ouais. chose. Et le côté égo, je trouve qu'il l'a peut-être pas assez, Christopher Nolan, sur les performances de ses acteurs. Ah, on Enfin, parle de Marion Cotillard, de la théorie... par exemple. Non, mais je vais même ça te pour l'épisode dire, 3, je vais ça. même te dire, bah, il l'a dit lui-même, il est connu pour ça. C'est genre, lui, il s'occupe de la mise en scène, il s'occupe du scénario, il s'occupe de la, tu vois, de la cohérence de tout ce bordel, et il laisse les acteurs faire leur truc. Ok. C'est genre, j'ai sélectionné chaque acteur, je sais de quoi ils sont capables, je sais ce qu'ils apportent à mon film, je sais ce que je veux. Alors, bien sûr, il va leur demander peut-être de refaire une scène, pas comme ci, comme ça. Mais grosso modo, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas aller dire à un acteur, et ça se confirme avec Marion Cotillard, je pense, ça va pas du tout, il faut la faire complètement différente ou quelque chose comme ça. Ouais, Je sais peut-être. pas. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a ce côté-là, genre je ne suis pas acteur du tout. Moi, je maîtrise mon métier, mais alors le côté acteur, je vous le laisse. Ouais, c'est bon, allez-y. Et, Ouais, et, c'est et intéressant. c'est pour ça que je me suis dit, c'est pareil avec Christian Bale sur les Batman et la voix de Batman. Qui au départ semble être une bonne idée au départ, et qui finalement, bah, tu regardes ça quelques années plus tard. Et alors, je sais pas si c'est parce que c'est devenu, on va dire, ça a été tellement Une blague. parodié, Ouais. parce que c'est pas devenu une blague et tout. Mais c'est vrai que quand tu es dedans à un moment et que tu entends ce grognement et cette voix de j'ai mal à la gorge, et c'était peut-être pas tu vois, la meilleure solution. Mais c'est un truc qui est venu de Christian Bale et qui a dit quand j'ai le masque, il faut que je parle comme ça, il faut que je sois une bête et tout. Truc. Et j'ai l'impression que Nolan n'a pas osé, tu vois, dire Christian. Essaye essaye peut-être autre chose ou essaye, hein, parce que ça fonctionne pas toujours, quoi. Ça fonctionne pas tout. Genre le I'm not wearing hockey pants ou je sais pas quoi, tu vois. Même quand il fait des blagues ou des trucs comme ça, ou dans Dark Knight Rises, tu vois, quand Catwoman disparaît et qu'il est là, No, that's how it feels. Ou je sais plus ce qu'il dit exactement, genre c'est comme ça, c'est ça que ça fait quand je disparais, tu vois. Oui, là, c'est vrai que il y a des Batman où t'as il y a une justification ou pas diégétique? Est-ce qu'il n'y a pas genre un truc qui porte sur la glotte ou je me souviens plus, c'est dans un autre film? Peut-être que je Non, confonds. c'est vraiment, c'est genre, il prend cette voix-là, et je pense qu'au départ, ça a été imaginé où il devait avoir un modificateur Ouais, voilà. de voix, À parce la Scream. qu'ils en parlent dans les trucs de making-of, des fois, et des trucs comme ça, sauf que, clairement, ils sont pas allés dans cette direction-là. Ok. Dans le film, tu vois bien que c'est Christian Bale qui grogne et qui modifie sa voix, quoi. Alors qu'au départ, je pense que c'était l'idée. Et ils sont partis plutôt sur le grognement que sur la voix modifiée. Et du coup, c'est ce qu'ils ont plus fait, je crois, avec dans Batman v Superman, avec Ben Affleck, qui a un petit modificateur Modificateur, d'accord. qui n'exagère pas autant, quoi. Mm. Et puis voilà. Donc c'est les petits trucs que j'ai, peut-être, tu vois, les réserves, effectivement, sur Batman Begins. Mais qui est quand même un très bon film, je dirais, Batman, mais pas le meilleur film de Christopher Nolan, loin de là, quoi. Et il y a une part de fragilité aussi quand tu mesures que Katie Holmes n'est pas renouvelée pour le film d'après. Il y a comme une insatisfaction aussi. Alors je sais plus pour quelle raison elle n'apparaît pas. Je pense honnêtement que c'est en rapport justement avec la période
Tom Cruise, Scientologie, je saute sur les canapés chez Oprah, les trucs C'est comme possible que ça soit lié, c'est ça. possible. Je pense qu'en fait, ça lui a fait du mal sa relation avec Tom Cruise, parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'elle ne revienne pas, je veux dire. Mais Ou en tout alors, cas, elle était, genre, elle a tombé enceinte, un bébé ou un truc c'est comme possible. ça, et puis elle a dit non, ça m'intéresse pas, ou elle Mais s'en ça est pris. contribue à cette impression de fragilité, je trouve, Peut-être. globale de la trilogie. Peut-être. Voilà. Après, voilà, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé nul ou quoi que ce soit. Non, dans son le rôle film. n'est pas forcément très intéressant. Il est moins que celui de Maggie Gyllenhaal dans le deuxième. C'est moins. Encore que, tu vois, c'est comme. Déjà là, elle a quelque chose à faire. C'est pas juste la demoiselle en détresse. Tu Non, vois, ça c'est sûr. C'est la c'est copine sûr. ou truc comme ça. Je veux dire, elle a un job important, elle a un truc, elle est idéaliste, elle est truc et tout. Bon, elle se fait sauver quand même un peu trop. Contrairement Mais, à Maggie Gyllenhaal. Mais voilà. Pareil pour Maggie Gyllenhaal, finalement, elle commence à se faire sauver un peu trop dans le film, jusqu'à ce qu'ils disent bon d'accord, ça suffit. J'ai pas bien compris les consignes, monsieur. Voilà. Et On en donc, reparlera. Mais bon. ouais. Avant The Dark Knight, il y avait Le Prestige aussi. Mais qui est son meilleur film? Ah, c'est ton préféré? Ah, c'est mon préféré. C'est Mais ton tu sais préféré. qu'il va y avoir un épisode numéro 3 du podcast matin. Ah, mais c'est Parce qu'on- obligé. C'est obligé. On C'est finit sur le c'est obligé prestige. parce qu'on est déjà presque à la fin. Ouais, c'est ça, il faut finir sur le Et prestige. on a à peine. On va dire. On Ouais, est à peine ouais. arrivé au Prestige, quoi. Il reste que 2 Dark Knight, Inception, Interstellar et Dunkerque, c'est tout. tu vois. C'est tout, ça peut va. faire en 10 ça va, minutes. tout va bien, tout va bien. Du coup, bah, est-ce qu'on garde le Prestige pour quand on aura un peu plus de temps et puis on finit sur la trilogie Dark Knight, tant qu'à faire. Allez, on peut faire ça me semble cohérent. Voilà. Et du coup, bah, Dark Knight. Bah, qui est, Bah. qui est, considéré par beaucoup comme le meilleur de la trilogie, si ce n'est le meilleur film de De super-héros. super-héros, voilà. Après, bien sûr, c'est au feeling. Hein. Encore une fois, très subjectif tout ça. Ta relation par rapport au personnage de Batman. Mais il y a un gros consensus critique sur ce film quand même, autant sur les prestations d'acteurs que sur la maîtrise de la mise en scène, que sur le scénario. Ah oui, non, mais de toute façon. Et pourtant, je vais te dire un truc. Hein. Alors, je sais plus combien de fois je suis allé le voir au cinéma et puis j'étais. Genre, c'était le meilleur film de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais plus tu le revois, en fait, le film, plus tu vois, tu le connais par cœur, tu es familier avec le film. Et c'est là que tu commences, en fait, à un moment, tu prends du recul et tu te dis, il y a des trucs quand même. Il n'est pas sans défaut. Ah non, il y a des choses étranges. Il n'est même. pas sans défaut et il y a encore une fois ce côté où le concept prend le pas sur ici dans The Dark Knight et je crois que c'est encore pire dans The Dark Knight Rises, j'en parlerai. C'est la cohérence. Et dès le départ, hein, Dark Knight, forcément, quand tu as des réactions dithyrambiques, tu as tout de suite des critiques sur Internet, des gars qui étaient là. Ouais, non, moi, j'ai pas trouvé que c'était si génial que ça. Tu vois, juste pour, Oui, juste pour avocat dire du diable. que, hey, arrêtez d'en faire trop. Et du coup, tu as déjà des mecs qui ont pointé du doigt certains défauts déjà à l'époque, quoi. Et c'est les incohérences scénaristiques, les plot holes. Je sais pas s'il y a... Tu vois, je trouve que le terme de plot hole, de trou dans l'intrigue, je trouve qu'il est super, ce terme en anglais, et qu'il n'y a pas vraiment de... Tu vois, par incohérence du scénario, il n'y a pas vraiment de terme qui le... Surtout, équivalent que tu peux utiliser en français. Surtout que la plupart du temps, les gens qui font ce genre de critique, tu leur dis, en fait, c'est des ellipses. C'est normal que tu ne vois pas tout. C'est comme dans 24 heures chrono, quand les gens se disaient, mais tu vois pas Jack Bauer aller aux toilettes. Oui, c'est d'accord. ça. C'est ça. Oui, mais, enfin, il y a ellipse. Et il y a ellipse. Et il y a... c'est un peu facile ou c'est un peu trop... Un peu trop. Je dirais un peu trop. Et c'est par rapport justement au personnage du Joker. Le Joker qui peut apparaître n'importe où, n'importe quand. Et c'est le principe du film, je veux dire. C'est le but. Quand il l'a décrit, c'est genre... c'est comme, ça doit être comme le requin de Jaws. Tu penses à la scène de la parade, c'est ça. Tu dois sentir sa présence n'importe où et il peut sortir de l'eau n'importe quand, tu vois. Une espèce de Michael Myers. Et c'est moi par rapport notamment à son plan général du Joker
qui thématiquement est formidable, tu vois, l'agent du chaos, le gars qui a pas de plan, mais en fait il a carrément, tu sais, genre, je prévois rien, moi, je cours après une voiture et si je l'attrape, je sais pas ce qui pourrait arriver, alors que le mec il a planifié, en fait, tu vois, bah, tout ce que tu vois dans le film, c'est planifié, mais quoi, des mois à l'avance, des semaines, des mois à l'avance, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, tu te dis, ça se veut très réaliste, etc., mais tu dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas euh, mettre autant de... Enfin, piéger un hôpital à ce point-là. Tu ne peux pas piéger les ferries à ce point-là. Tu ne peux pas être là à ce moment-là, mais juste à un autre moment. Quand le mec il va dévoiler qui est Batman, allez vas-y je t'improvise un truc, j'appelle à la télévision et puis je dis que si ce Monsieur Reese est encore vivant, alors je ferai exploser. Enfin, il y a tellement de choses qui s'enchaînent et c'est génial en termes de tension, tu vois. Oui. Parce que tu as un crescendo de dingue qui fait écho justement à la chute de Harvey Dent. C'est ça que je trouve formidable. Et c'est ça la thématique centrale du film d'ailleurs, je trouve. Voilà, bah, c'est exactement ça. C'est plus le Joker pousse, t'as un crescendo dans l'action, dans la tension, dans l'horreur et les trucs comme ça. Et en même temps, tu vois Harvey Dent justement qui tombe aussi au fur et à mesure dans l'horreur et qui devient de plus en plus dingue. Et c'est formidable. Mais ça manque pas mal des fois de cohérence, en fait, je trouve. Où c'est genre, c'est pas réaliste. Certes, il y a des ellipses, mais ça n'explique pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et moi, c'est vrai que ça me dérange pas en le regardant. Ça me dérange pas en le regardant, mais des fois j'ai un peu le sentiment que le montage est comprimé. Il y a cette scène dont je t'avais parlé la dernière fois, mais je crois que ça disait rien. T'as la scène où Batman apparaît dans la boîte de nuit. Tout d'un coup, t'as la scène précédente, t'as une coupe, et là tu vois Batman dans la boîte de nuit qui débarque, sans qu'il y ait d'exposition, sans quoi que ce soit, c'est très très abrupt. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué. En fait, il y a une scène avant ça, mais Batman n'est pas dans la scène d'avant. Oui, mais il y a un truc. C'est les gars c'est quand ils allument le bat signal et c'est genre il veut pas parler. Et le gars il dit que Dieu protège celui à qui il veut parler. Et c'est là que tu as la coupure dans la boîte et tout. Mais c'est vrai qu'à à différents moments, peut-être dans les Dark Knight, tu as des cuts, comme tu dis, un peu abrupts, qui manquent un peu de fluidité. De fluidité ou je sais pas, d'une transition peut-être sonore ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que tu arrives direct dans la boîte. Après ça m'a pas choqué plus que ça. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui m'ont un peu plus dérangé, mais encore que. Ça m'a pas... Ouais. Mais on en revient quand même à l'idée du truc trop gros pour lui. Et c'est pour ça que j'aime autant le Prestige. Je crois que c'est parce qu'il est à la bonne taille, le film. Tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pareil. Dark Knight, c'est encore plus, tu vois, encore plus. C'est le scénario est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus, on va dire, les enjeux encore sont beaucoup plus élevés. Personnellement, pour les différents personnages, bien sûr, pour Harvey Dent, pour Batman, etc. Et pour le coup, un des trucs qui fait justement par rapport à ces petites incohérences ou ces trucs-là, c'est que ça paye en fait. C'est que justement, ça paye quand même. C'est qu'il y a ces trucs-là, en fait, c'est si tu arrêtes et commences à réfléchir en termes, justement, comme je le fais, je devrais peut-être pas le faire, tu vois, parce que ça doit être considéré peut-être comme artistique. Bien sûr. Tu vois, c'est un objet artistique, malgré le fait que ce soit Batman et que ce soit un film d'action et que ce soit un super-héros, enfin bref, tout le truc comme ça, c'est une œuvre d'art. Et en soi, il te présente les différentes pièces qui la composent, et certaines pièces n'ont pas à être là pour lui, tu vois. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, si toi tu réfléchis, tu fais comme moi je l'ai fait, en train de bitcher là, genre, c'est pas possible d'avoir prévu tout ça du Joker. Et si en fait, ça avait pas d'importance. Que c'était pas possible. Quand tu commences à penser comme ça, tu te dis oui, mais E.T., comment il fait pour respirer dans l'atmosphère terrestre? Elle est pas du tout identique à la planète d'où il vient, c'est pas expliqué. Ouais. En fait, c'est là tu pars sur plus de science-fiction, tu vois, de trucs comme ça, alors que sur Dark Knight, c'est plus le côté, tu sais, c'est vendu comme le Batman réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est genre, il faut que ça se passe dans le monde réel, etc. Et
et pourtant, j'ai des petits soucis des fois avec. Bah, quand je commence à réfléchir comment le Joker a organisé tout ça. Mais en fait, j'ai tort en fait de réfléchir à ça. C'est parce que, tu sais, une fois que tu as vu tellement le film et que tu le connais par cœur et la thématique et les trucs comme ça, et tu t'arrêtes sur d'autres détails et c'est là qu'en fait tu fouilles et les trucs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tort sûrement de faire ça. Et c'est pour ça que je déteste vraiment. Enfin, déteste, c'est un grand mot bien sûr, mais j'en ai rien à faire et ça m'irrite un petit peu et je ne les regarde pas et plus, parce que je l'ai fait à une époque, toutes ces vidéos Le faux raccord. de faux raccords et de trucs comme ça. Oui, on s'en fout. C'est genre, tu regardes ça, après tu te ruines les films. C'est l'équivalent de quand tu dis à quelqu'un « Ah, j'ai pas écouté ce que t'as dit, t'avais un bouton sur le nez. » Ouais, En fait, c'est ouais, pas non, ce qui mais compte. c'est exactement ça. Voilà. Voilà. Et du coup, j'espère que tu as écouté tout ce que j'ai dit, bâtard. Et que t'as pas regardé mon bouton sur le nez. Mais du coup, c'est exactement. En fait, c'est le truc, tu vois, c'est faut arrêter de regarder. Et je pense chez Nolan, c'est important justement. Et c'est ça, Tenet. Ne cherche pas trop Laisse-toi raconter justement, l'histoire. les trucs comme ça. Il raconte une histoire, il la raconte à sa manière. Il a décidé que tu n'avais pas besoin de voir ça, que tu n'avais pas besoin de voir ça. Autrement, et c'est drôle parce que tu passes de Batman Begins à Dark Knight ou dans Batman Begins et dans Dark Knight par rapport à Batman, le personnage lui-même, et tout ce qu'il est capable de faire, il faut savoir tout expliquer. Et c'est génial parce que tu as l'autre côté de la pièce, référence à Pile ou Face, qui est le Joker, tu vois, chez Batman. Et justement, chez le Joker, dans The Dark Knight, Nolan a décidé de ne rien expliquer. Les Et quand il explique, voilà, d'où il vient, les origines, t'en as 3, c'est pas les vrais. Pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi, comment il fait, comment il a prévu tout ça, quel est le truc, etc. Et je ne t'explique rien, le Joker est juste le Joker. Tu vois. Donc ça marche. Donc ça marche. Donc voilà. Et c'est thématiquement, c'est l'inverse de Batman, et c'est ce qui doit être. Où rien n'est expliqué, alors que pour Batman, tout est expliqué. Jusqu'à comment il a une moto. Eh ben en fait, c'est parce que la Batmobile, elle a été détruite et à l'intérieur, il y avait une moto. Ouais, c'est vrai. Il s'est pas fabriqué une moto et trucs comme ça, tu vois. Et pour le coup, qui est une de mes scènes préférées quand même, parce que je l'ai jamais vu venir ce truc jusqu'à ce que je le vois dans la salle de cinéma. J'étais là en train de me demander, je fais qu'est-ce qu'il va foutre avec la Batmobile là. Elle est toute pétée et tout, et quand t'as le truc qui se décroche, oh là là là. Genre de petite idée, tu vois, sympathique, voilà, qui font plaisir adoré aux enfants en nous encore. Ouais, c'est ça. Mais il a fallu quand même expliquer d'où elle venait cette moto. Pour les enfants un peu relous. C'est exactement ça. Et du coup, je pense que on va conclure sur Dark Knight, qui te met aussi dans la peau des personnages où tu ressens cette oppression permanente sans forcément tout comprendre ce qui se passe autour ou comment ça fonctionne, mais tu ressens cette crainte voilà, de ce qui peut se passer. Notamment, j'adore la scène, pareil, je finis là-dessus, où le Joker débarque à la soirée. Oui. Et tu as ce truc où il tourne autour, comme un requin, autour de sa proie. Avec la musique stridente. Avec la musique stridente autour de Maggie Gyllenhaal. Et il est juste en train de parler, quoi. Il est juste en train de parler. Et bon, d'accord, il a un petit couteau dans la main. Même mais sur le couteau, ça aurait été... Tu te dis, il raconte son histoire, etc. Et tout, et tu te dis, ça peut partir dans n'importe quel sens. Et là, c'est pareil. La cohérence. D'où il sort Batman. Quand le Joker lui dit, c'est comme le T-Rex dans Jurassic Park, hein, à la fin, le T-Rex. A little fight in you, I love it. Et puis t'as l'autre, then you're gonna love me. Et bam, et t'es là, mais genre personne n'a vu Batman. Et en fait c'est ça. Et j'ai tort en fait de poser la question d'où il sort Batman, parce que c'est Batman. Batman apparaît de nulle part et cherche pas la cohérence là-dedans. Et en plus, je veux dire, de par la réalisation, il te fait comprendre que tout le monde est focalisé. Bien sûr. Uniquement sur le Joker et sur ce qu'il est en train de faire. Et forcément, personne ne voit Batman arriver. Il peut débarquer comme il le veut parce que le focus est... Et ça, il le rend par la réalisation qui tourne autour... Qui enferme le personnage. Qui enferme les personnages et enferme le focus, on va dire, de tous les personnages présents dans la scène.
Et voilà. Donc je Très termine bien. là-dessus. J'adore Christopher Nolan. C'est très bien. Et donc, on va dire que c'est la partie 1. La partie 2, ouais, en comptant Oppenheimer. Ouais, parce que on va dire Oppenheimer et on a un peu parlé de Nolan en général. Là, on va dire que c'est la partie 1 entièrement sur Christopher Nolan. D'accord. Il y aura une Et partie du 2 coup, il y aura une partie 2 le mois prochain. le mois prochain ou même avant, puisque si Ou tu es même toujours avant. libre, voilà, moi ça me va très bien. Et du coup, c'était Mathieu. Et Benjamin. Et bonne journée.